Allô, Julie. Allô, Lisanne. Tu arrives en 2012 au moment où il y a vraiment une reformulation très importante du programme. Tu arrives avec un champ d'expertise en art sonore, ta recherche aussi en art contextuel. J'aimerais ça que tu nous parles comment ça se déploie à l'école, ces champs-là d'exploration. Qu'est-ce que l'école offre comme environnement, comme outil, comme contexte de formation? En fait, c'était très agréable d'arriver à l'école alors que les discussions n'étaient pas terminées par rapport au nouveau programme puis qu'on avait encore tout à penser. J'étais engagée en même temps qu'Alexandre David, puis les deux, on a pu participer à ce chantier et donc construire l'école dans laquelle on allait enseigner, ce qui était assez exceptionnel. Je pense que c'était bien. Je pense que notre première rencontre comme professeur engagé, c'était une séance intensive de réflexion à l'extérieur de l'école pendant 2 jours avec l'ensemble des professeurs. Donc, c'était assez particulier. Après, j'ai aussi été impliquée dans le comité de réflexion sur le nouveau programme. Et on a vraiment développé l'idée de... il y avait 2 objectifs. C'est drôle parce que je suis en train je suis dans mes papiers actuellement, puis j'ai revu des notes de tout ça. Donc, il y avait l'idée de consolider la cohorte, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que les étudiants étaient avaient des parcours très individualisés et étaient moins liés par un programme commun. Et il y avait l'idée de se situer au-delà de la discipline. Ce qui ne veut pas dire que les expertises disciplinaires n'avaient pas leur place, mais on trouvait qu'au cégep, c'était déjà vraiment abordé, tout ça, puis on ne voulait absolument pas que les étudiants aient l'impression de répéter ce qu'ils avaient fait au cégep. Donc, on s'est dit, OK, quelles espèces d'idées qui seraient des champs d'expérimentation, puisqu'on les a conçus non pas comme des concepts, mais vraiment comme des champs d'expérimentation, autour desquels on pourrait structurer les premiers cours d'atelier. Donc, il y avait l'objectif dans ce programme-là de resituer la question des ateliers au cœur du programme, avec la première année, un focus un peu plus particulier autour de ces champs d'expérimentation qui sont images, objets, actions, contexte. On n'arrivait pas à décider, donc on les a mis ensemble, et temps. Donc, ça, c'est important. Moi, je trouve extraordinaire ce changement qu'on a fait. Je pense que c'est vraiment extraordinaire ce que ça peut faire. Je vois vraiment, quand je donne ces cours-là, moi, je donne souvent l'enchaînement de temps et action contexte. Et quand je donne ce cours-là, pour moi, j'ai l'impression d'un pas gigantesque chez les étudiants. C'est comme si, avec la question du temps, ils se familiarisent avec toutes sortes de pratiques auxquelles ils n'avaient pas pensé, ou en tout cas, ils ne savaient pas que ces pratiques existaient. Puis, ça nous lie aussi, parce que c'est un cours intensif, donc c'est 6 heures par semaine, où c'est pas juste des pratiques d'atelier. Il y a un suivi individualisé, comme dans les cours d'atelier qui suivent, mais en même temps, il y a un apport théorique, on montre des projets, on leur apporte quelque chose en termes de contenu. Puis, on se lie donc dans ce cours-là, ce qui fait que quand on arrive à Action Contexte et qu'il faut faire, par exemple, une performance, on est proche, on a déjà ouvert des espaces. Moi, je les connais. C'est pour ça que je suis parmi les professeurs qui insistent beaucoup pour pouvoir donner toute la séquence, c'est-à-dire 2 cours intensifs de suite durant la session. C'est important pour toi, l'atelier, Julie. Je pense que c'est au cœur de la formation pour toi, à quelque part. Pour moi, le programme à l'École d'art, comment il est pensé, est un peu exceptionnel. Je pense que c'est assez rare qu'au niveau du baccalauréat ou de l'équivalent en Europe de la licence ou de je ne sais pas quoi, qu'on ait cette espèce d'autonomie de réflexion et de liberté d'invention qui est aussi extrêmement vertigineuse pour des étudiants, des fois, qui arrivent du cégep. C'est comme, OK, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de sujet. Je suis parmi celles qui sont radicales par rapport à ça. Ça ne m'intéresse pas vraiment, les thèmes, les sujets. Et pour moi, le temps, par exemple, quand on donne le champ d'expérimentation du temps, ce n'est pas un sujet, c'est un champ d'expérimentation. Non, c'est comme se structurer autour de la pensée du temps. C'est pas que le temps est sujet. Puis ça, c'est important. Ce qui fait que il y a une immense liberté, mais c'est aussi pour moi le meilleur apprentissage, parce que la vie d'artiste, c'est ça. C'est d'être devant rien et d'avoir des idées, puis de se familiariser un peu avec cette autonomie-là. Pour moi, c'est un apport extraordinaire, qui n'est pas du tout le même quand on les tient par la main du début à la fin. Puis je pense vraiment, et je l'ai entendu de beaucoup d'étudiants quand ils arrivent à la maîtrise dans d'autres universités, que quand ils arrivent à travers, en tout cas sous cet aspect-là, ils sont vraiment plus outillés.
Ce qui ne veut pas dire que les autres ne vont pas les rattraper dans leur parcours, mais au niveau de l'autonomie de la pensée, de leur liberté de penser par rapport à leur travail et de leur singularité, ce qui est quelque chose que je trouve fondamental en art, surtout dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde qui est dominé par le conformisme à tous les niveaux. Si on parle plus concrètement de tes champs de recherche, art sonore, entre autres, ça s'est beaucoup développé au cours des dernières années. En fait, je pense que mon poste, moi, j'ai été engagée pour un poste qui était art relationnel, art contextuel, pratique performative et tout ça. Puis je me souviens d'avoir demandé, mais moi, je suis pas une artiste de la performance du tout, donc est-ce que ça a à voir? Puis ils ont dit, oui, mais on ouvre tout ça, puis on va voir ce qui vient. Donc, moi, tout ce qui était contextuel, j'avais vraiment une vraie pratique, puis j'avais une vraie pratique aussi du côté de l'art relationnel. Et le son existait dans ma pratique depuis, je sais pas moi, 2002, depuis 2002 à peu près, mais comme un élément de l'espace. En fait, ce qui est arrivé, c'est que le son a commencé à prendre de la place dans ma pratique parce qu'il répondait à des questionnements que je me posais sur l'espace, puis à une manière d'interroger l'espace qui m'intéressait. Puis après, c'est vraiment des contextes de résidence à l'étranger qui faisaient que je me suis concentrée un peu plus particulièrement sur la question du son parce qu'il n'y avait pas toute la matérialité des grandes installations, puis tout ça. Mais qu'est-ce qu'on offre concrètement comme outil aux étudiants? On a quand même développé au 4e un espace. Toi qui travailles dans le domaine de l'art contextuel, c'est important, cet espace, ce lieu-là, avec une dimension aussi technologique. Oui, tout à fait. Quand on a repensé les espaces dans la fabrique de demain, bien, on a concentré un peu le secteur vidéo, son au 4e, avec des salles de montage, puis un espace pour le son qu'on n'avait pas, donc qui est l'endroit le plus agréable de l'école pour parler, parce que l'acoustique est vraiment meilleure qu'ailleurs, je dirais. Donc, on a cet espace-là qui permet d'expérimenter, qui est accessible aux étudiants en dehors des moments où il y a des cours, donc ils peuvent vraiment travailler. Il y a une installation de 4 haut-parleurs, il y a un système 5.1 qui est là en permanence qu'on peut utiliser. Donc, on peut travailler en quadriphonie ou pas, en stéréo, tout ça. Mais c'est l'endroit où c'est intéressant d'expérimenter. Peut-être que l'espace est encore un peu intimidant pour certains étudiants, puis peut-être qu'il pourrait être plus utilisé, mais il y en a qui l'utilisent beaucoup. Tu me disais, Julie, que pour toi, il y a des espaces à l'école qui ont été déterminants pour déclencher des projets chez les étudiants, que tu t'étais même battue pour que certaines petites salles soient préservées? Étant donné que la vidéo exige souvent des espaces qui permettent de la projection dans des espaces obscurs, le son, c'est difficile de mélanger une installation sonore avec 2 peintures, une sculpture, tout ça, c'est envahissant le son. Donc, et pas juste pour cette raison-là, mais j'ai beaucoup insisté pour qu'on garde des espèces de petits locaux qui, par l'usage, avaient été utilisés comme des salles de présentation à l'école, ce qui fait que les étudiants ont accès à un petit local à eux seuls et peuvent faire une installation. Puis moi, je le vois beaucoup dans les cours, c'est que quand ils ont accès à ça, ils arrivent et ils disent « OK, tout l'espace m'appartient. Tout l'espace m'appartient. Maintenant, je peux penser l'espace comme mien. » Puis le travail d'installation exige ça, selon moi. Puis si on n'a pas accès à ça, si on a accès seulement à une grande salle de critique où tout le monde présente ensemble ses projets, il y a quelque chose même dans les possibilités de penser l'installation qui, pour moi, n'existe pas. Donc, on a des locaux d'un peu toutes les tailles qui permettent aux étudiants de faire des interventions. On ne peut quand même pas avoir constamment des locaux vides qui sont utilisés seulement pour les présentations, mais même pendant les cours d'atelier, ils peuvent, pendant une journée, aller dans ces locaux-là puis expérimenter. Donc, c'est important. Tu parles d'in situ, Julie, c'est à l'intérieur de l'école, mais tu fais sortir les étudiants aussi souvent pour explorer le territoire de l'école, l'environnement extérieur. C'est important pour toi, même dans le cadre de certains événements diffusés, mais dans le cadre de tes cours aussi, c'est quelque chose d'important, je pense. Oui, tout à fait. Je donne le cours, qui était l'ancien cours atelier thématique art contextuel, qui est devenu le cours que j'appelle art et espace commun. Je l'ai un peu repensé un peu plus près de ce que sont mes idées. Je pense que c'est très important de dire que quand on a fait le nouveau programme, on a dit on part des forces qui sont à l'école, c'est-à-dire qui sont les professeurs de l'école
et quelles sont leurs forces. Donc, les cours optionnels ont été pensés à partir de quels sont les intérêts des profs. Qu'est-ce que vous voulez donner comme cours, puis pourquoi vous êtes, entre guillemets, spécialiste. Donc, c'est ça. Donc, moi, oui, ça m'intéresse beaucoup, la relation dans la ville, mais ça m'intéresse beaucoup la relation à des espaces qui ne sont pas nécessairement des espaces dédiés à l'art. Et donc, la rencontre avec des formes particulières qui existent dans la vie et qu'on croise sur notre chemin. Puis aussi le défi de se confronter au réel, je dirais. Puis même, je pense que dans ma propre pratique, c'est important de faire des allers-retours parce que la galerie, l'espace du cube blanc, c'est exceptionnel pour inventer parce que tout est possible. Mais j'aime bien expérimenter là, ramener des idées ensuite dans l'espace public. Puis les étudiants sont amenés à faire ça aussi, ce qui amène des défis incroyables, même au niveau du temps dans les cours, parce qu'on fait des parcours qui durent une journée. Parce que pour voir tous les projets, que les projets puissent être vus dans la ville, intervenir tout en étant respectueux, éthiquement engagé, tout ça, ça pose toutes sortes de défis. Mais je pense que c'est un apport important. Puis je dirais peut-être que aussi, dans cette réflexion-là, j'amène quelque chose qui est un peu différent de ce que serait l'art public dans le sens d'un programme de 1%. C'est un peu comme un artiste qui occupe un petit territoire. Puis je pense que l'espèce de dialogue qui vient d'intervenir plutôt que de imposer d'une certaine façon une œuvre, ça m'apparaît plus proche de ce que je pense de ce que devrait être un espace qu'on dit public. Ton intégration, si je peux me permettre un jeu de mots ici, ton lien avec l'institution universitaire te permet des liens avec d'autres institutions et tu as amené les étudiants dans des contextes d'échange, entre autres en Europe. Je pense au projet à la Villa Arson, à Nice. Donc, ce in situ, il est très large. Tu as donné des occasions aux étudiants de collaborer dans des contextes quand même très privilégiés. Ce que je pense, c'est que l'école d'art est vraiment privilégiée dans sa situation géographique, d'être au cœur, comme ça, du réseau des centres d'artistes, ce qui est absolument exceptionnel. Puis donc, c'est vrai que j'ai développé beaucoup de projets qui liaient les centres d'artistes et l'école, ne serait-ce que pour la question de l'hébergement. On veut faire venir des gens à l'international. Bien, on fait une entente, on insère l'artiste qui nous intéresse dans la programmation d'un de ces centres-là. Ils peuvent l'héberger. Il y a comme toutes sortes de ressources qu'on peut mettre en commun qui font qu'avec peu d'argent, on peut faire des choses assez exceptionnelles, je dirais, dans ce contexte particulier et l'ouverture des centres d'artistes, évidemment. On parle d'in situ, mais aussi de faire sortir les étudiants de leur contexte puis de leur faire vivre des moments qui ont d'autres intensités, d'autres rythmes que les cours de 3 heures par semaine. Je pense que les cours de 3 heures par semaine sont essentiels parce que je pense qu'entre un cours et l'autre, il y a comme une ligne qui se trace, puis on reste en contact avec les étudiants. Puis ça, c'est très important. Mais je pense que de nourrir aussi la pensée, la pratique artistique, tout ça de moments très intenses, c'est important. Donc, les séjours à l'international, on a fait l'échange avec la Villa Arson. J'en prépare un autre à Bruxelles avec 3 étudiants qui vont être à QO2, qui est un centre dédié à l'art audio. C'est comme des chances exceptionnelles parce que même les étudiants, avant qu'ils puissent présenter quelque chose dans un contexte comme ça, il y a quand même du chemin à faire. C'est un des endroits intéressants au niveau de l'art audio au niveau international. C'est un centre de production qui, on peut dire, peut avoir une espèce de relation avec Avatar. Donc, ça nourrit tout. Ça nourrit le milieu des centres d'artistes, les étudiants, les universités entre elles. C'est un échange aussi avec l'Institut royal de radio, cinéma et théâtre à Bruxelles. Donc, ça, j'ai beaucoup fait ça. J'ai fait aussi des projets où on a fait venir des gens, comme son contexte 2018, c'était une rencontre internationale où j'ai fait venir 2 artistes de l'étranger, Brandon Labelle, Alex Reynolds, donc de Bruxelles, Espagne, et Brandon Labelle, c'est un Américain, mais qui vit à Berlin. Ils sont venus, ils ont développé des projets ici avec des étudiants. Puis ça, c'est important pour moi de réfléchir aussi à qu'est-ce qu'est la pensée artistique en action, comme l'équivalent de ce que serait un colloque en géographie, qu'est-ce que c'est en art?
Donc, comment on pense en art autrement qu'en histoire de l'art, comme critique ou tout ça? Comment on pense ensemble? Puis ça, je pense que je suis encore en train de chercher ça. Julie, tu es en année de recherche, donc on te prend entre la France et l'Italie. La recherche individuelle, pour toi, implique aussi la collaboration avec les étudiants. J'aimerais que tu nous en parles. C'est la partie spécifique ou en tout cas très propre au fait d'enseigner et d'être chercheur, c'est-à-dire que le rôle d'enseignant ne s'arrête pas au cours, mais à faire participer les étudiants à des projets de recherche pour qu'ils soient un peu plus près peut-être de la pratique. Donc, j'ai la chance d'avoir une pratique qui permet d'impliquer des étudiants de manière significative, dans le sens que il y a des pratiques qui sont tellement proches de la pensée individuelle qui font que comment on fait pour insérer un étudiant entre un crayon et la feuille de papier, je sais pas, il y a comme des choses difficiles. Moi, j'ai des projets qui impliquent comme des performances ou des actions qui permettent aux étudiants d'intervenir, en tout cas de participer, et de participer en groupe. Je pense que je crée aussi des contextes collectifs où il y a plusieurs étudiants qui travaillent ensemble, puis ce qui fait que ça donne une certaine énergie à l'école. Je pense que ça, c'est important. Donc là, je travaille sur un projet qui est un projet d'intervention in situ dans le cinéma moderne, qui est un petit cinéma répertoire d'une 50aine de places, qui est une salle un peu exceptionnelle. Puis je prépare une pièce sonore qu'on va écouter avant les projections, donc au casque. Je travaille avec, pour le moment, 2 étudiants pour faire ces enregistrements-là, mais en mai, déjà, on va faire un enregistrement à au moins, je sais pas, là, 8-10 étudiants. Et ce projet-là a aussi un volet événementiel, donc il va y avoir 2 soirées d'expérimentation où là, tout est in situ, en fait. On va utiliser l'écran, mais à partir d'images de la salle, on va utiliser le son, utiliser le système de diffusion sonore du cinéma. Donc, c'est une espèce de mise en abîme du lieu sur lui-même. Et cette diffusion-là va être en relation avec une rencontre internationale pour réfléchir sur la question des pratiques contextuelles, mais vraiment dans le rapport plutôt plus précisément d'art et politique. Donc. Ce que je remarque chez toi, Julie, c'est que les étudiants ne sont pas que des techniciens, tu les impliques vraiment de la conceptualisation jusqu'à l'aspect performatif. Ils ont une place importante dans la collaboration à tous ces projets-là. Oui, ça, c'est très important pour moi, mais c'est vraiment un défi, je dirais, parce qu'à la fin, ça reste quand même mon idée. Donc, comment on fait pour quand même que les idées des étudiants aient leur place pour qu'ils puissent être stimulés par ce projet-là, puis trouver leur place, mais que quand même, j'arrive à faire le projet, parce que la création, il y a quand même quelque chose d'intime dans tout ça. Donc, c'est quand même un défi, je dirais. Je pense qu'il y a un peu comme 3 niveaux d'implication. Soit on est des collaborateurs, puis là, c'est plus mon projet, mais on est ensemble. Soit c'est mon projet, et il y a une implication qui n'est pas juste celle d'exécuter des tâches, mais qui fait aussi partie de la pensée puis de la réflexion. Qui, ça, je trouve que c'est l'espace moyen qui est difficile à obtenir, mais dont je rêve un peu, je pense. Puis après, il y a simplement engager des étudiants pour réaliser des tâches, donc très précises. C'est ça. Mais je pense que c'est bien pour les étudiants de pouvoir avoir ce genre d'emploi-là, qui sont quand même bien payés, qui les gardent dans la pensée de l'art. Et c'est complémentaire à leur formation. Tout à fait. Non, mais je veux dire, si on peut éviter qu'ils aient à travailler comme caissiers pendant un nombre d'heures innombrables, puis qu'on les garde dans le champ, pour moi, il y a une espèce d'accélération au niveau de la pensée artistique qui fonctionne bien. On discutait récemment ensemble, Julie, de la recherche. Qu'est-ce que c'est non seulement d'être une artiste enseignante, mais aussi d'être une artiste enseignante chercheuse. Donc, il y a énormément de débats sur la création comme recherche. Tu me disais que pour toi, d'être à l'université, ça commandait d'être encore plus dans l'expérimentation. Oui, je pense que
Le fait qu'on nous dise on vous engage en tant que professeur, donc vous allez donner des cours, mais on vous engage aussi en tant que chercheur, c'est-à-dire on vous engage pour continuer la pratique que vous faisiez déjà, pas pour faire autre chose. On reconnaît votre expérience en tant qu'artiste, donc cette recherche initiale-là, et on vous engage pour que vous continuiez à faire ça dans le contexte universitaire avec les moyens qu'offre le contexte universitaire. Donc pour moi, à partir du moment où l'art est une discipline universitaire, la recherche qui est celle de l'art doit pouvoir continuer à l'université telle qu'elle est, pas avec un ajout autre qui implique nécessairement une autre discipline, pas avec... je veux dire, en fait, je pense que ce qu'il faut qu'on se demande comme prof, c'est de continuer l'exercice qu'on a commencé quand on était étudiant à la maîtrise, c'est-à-dire avoir une réflexion critique sur notre propre travail et sur le travail similaire de d'autres artistes. Donc, qu'on ait un moment un peu rétrospectif où on réfléchit de manière critique sur ce qu'on a fait, ça, je le conçois tout à fait. Mais la partie artistique, création, pour moi, c'est de la pure recherche artistique. Puis ça, c'est vraiment à défendre. Je pense qu'il y a quand même une dérive là, dans le sens de que la recherche-création devienne autre chose que de la recherche artistique. Pour moi, la recherche-création, ce qu'elle a de différent de la recherche artistique, c'est qu'il y a un moment nécessaire de réflexion a posteriori, mais qui ne fait pas que du début à la fin, la chose est différente que la recherche, que quand on fait une pure recherche en art. Ce qui fait que d'ailleurs, que toutes les pratiques artistiques, que ce soit le dessin, la peinture, la sculpture, tout ça, ont leur place. Parce que pour moi, l'innovation est dans la pensée artistique, et pas dans les outils qu'on utilise ou tout ça. Ça, je veux dire, ça concerne le monde économique. Puis ça concerne toutes sortes d'autres facettes du monde. C'est intéressant, mais c'est un aspect. Je pense que quand on pense à, je sais pas, là, je pense à Giorgio Agamben qui dit un crayon, c'est un dispositif. Mais oui, tout est un dispositif. Donc, pour moi, il n'y a pas une technologie plus intéressante qu'une autre, puis tout ça. Après, d'offrir les moyens aux étudiants, puis de les mettre en contact avec toutes sortes de choses qui se font, la programmation, l'art électronique, tout ça, c'est super, c'est bien, ça leur donne toutes sortes de possibilités, mais c'est pas mieux qu'autre chose. Pour moi, comment la force de l'innovation est dans la pensée. Je suis catégorique et radicale.